Notre prochain invité, c'est Dominique Matt, qui détient un doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Il a travaillé comme chercheur postdoctoral à l'Institut Niels Bohr de l'Université de Copenhague, ainsi qu'à l'Institut danois de météorologie de 2018 à 2021. Et lors de son passage à ces institutions, il a participé au projet EUCP, où, en plus d'avoir activement participé à l'intégration des usagers au sein du projet, il a réalisé différentes recherches qui ont porté sur les événements extrêmes, la simulation régionale à haute résolution et la prédictibilité. Et comme vous le savez sans doute, il était au RANOS depuis septembre 2021 où il travaille de l'équipe de simulation et analyse climatique. Donc sur ce, Dominique, je te laisse le plancher. Bon, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une étude sur laquelle j'ai travaillé dans les 2 dernières années, où on a tenté de comprendre l'influence du changement climatique sur un événement convectif intense qui s'est passé à Copenhague, en fait, qui a complètement inondé la ville de Copenhague en 2011. Donc, une chose importante à noter avec cette étude-là est qu'elle résulte de l'expertise de 2 communautés. Dans le fond, la communauté du climat, dans laquelle je fais plus partie, avec Jens Christensen et Erasmus, et aussi la communauté de la prévision numérique du temps, dans laquelle les 2 Henrik ici, Henrik Vendel et Will Fenderson, font partie, ainsi que Niels. Donc, le plan de ma présentation, je vais d'abord vous contextualiser le projet dans lequel l'étude a pris forme. Ensuite, je vais vous parler un peu de changement climatique et d'attribution et vous décrire l'événement de Copenhague. Je vais passer un peu de temps ensuite sur la configuration de la simulation. Vous allez voir, ce n'est pas direct, en fait, la façon qu'on simule ce type d'événement-là. Et le calcul de risque que j'ai utilisé. Et finalement, je vais vous présenter, dans le fond, les résultats, le risque de précipitation intense pour cet événement-là sous différentes conditions, plus froides et plus chaudes, et certaines embûches que j'ai eues concernant l'approche du pseudo-global warming, donc le PGW que vous avez probablement déjà entendu parler. Moi, j'ai été engagé dans les dernières anannées à l'Institut Niels Bohr, à l'Université de Copenhague, par Jens Christensen. J'ai été aussi postdoc invité à l'Institut danois de météorologie. En fait, j'ai été engagé pour travailler sur un projet dans lequel plusieurs groupes de recherche à travers l'Europe collaboraient, qui s'appelle European Climate Prediction System. Pour vous mettre un peu le contexte ou le but, en fait, de ce projet-là, très, très simplement, et probablement trop simplement, le but était de produire une espèce de boîte où il y aurait une information climatique disponible aux usagers qui serait multi-échelle et qui serait cohérente. Donc, l'espèce de terme seamless qu'on a entendu dans les dernières années. Donc, vous vous doutez, en fait, que pour créer ce type d'information-là, la complexité est majeure. Donc, il y avait plusieurs groupes de travail qui travaillaient sur ce projet-là. Donc, les premiers groupes de travail ici, vous voyez dans la structure des UCP, vous avez les 3 premiers groupes de travail, 1, 2, 3, qui s'occupaient de créer l'information climatique simulée. Donc, le premier groupe de travail travaillait sur la prédiction climatique. Donc, vous voyez ma flèche ici, je pense que oui. Le deuxième groupe de travail travaillait sur la projection climatique et le troisième groupe de travail travaillait sur la simulation à haute résolution avec les modèles régionaux, particulièrement lorsque la convection était permise par le modèle. Il y avait un autre groupe de travail qui s'occupait d'intégrer cette information-là pour créer cette espèce de boîte avec l'information climatique multi-échelle et un groupe de travail qui s'occupait ici de démontrer la pertinence des résultats des UCP face aux usagers. Et finalement, il y avait un dernier groupe de travail qui s'occupait de garantir qu'il y ait une collaboration, une discussion que je vais appeler plutôt organique entre les usagers et les scientifiques pour s'assurer de la pertinence des résultats des UCP dans la communauté européenne pour les plans d'adaptation, par exemple. Puis je tenais à faire un peu la publicité de ce projet-là parce que je le trouve vraiment bon, en fait. Puis on est vraiment à la phase finale du projet. Donc, je vous invite ici à aller voir le site Internet de ce projet-là et d'aller voir l'onglet des publications qui, selon moi, on retrouve des publications qui sont vraiment à la limite de nos connaissances en termes de modélisation. Donc, plus que je crie un peu plus, je vais prendre un peu plus d'eau. Vous allez voir, je vais prendre différentes pauses. Donc, le but de ce projet-là, c'était vraiment de comprendre le changement climatique dans les prochaines années. Là. Non seulement à la fin du siècle, mais vraiment dans les prochaines années et les prochaines décennies. En fait, spécifiquement de 1 à 40 ans. On sait déjà qu'on est en train de vivre les changements climatiques et qu'on les vit depuis un certain temps. Ici, je vous montre un graphique de la NOAA qui nous montre l'anomalie globale de température pour le mois de juillet. Et on voit que ces anomalies-là existent depuis un certain temps et qu'on les vit de plus en plus intensément plus on avance dans le temps. Le dernier rapport du GIEC est sans équivoque concernant le réchauffement de la planète, comme quoi l'être humain est responsable de ce réchauffement-là. On sait que le réchauffement a atteint 1,09 degrés depuis l'ère pré-industrielle et qu'une bonne partie, en fait, de ce réchauffement-là est due à l'activité humaine.
Donc, quand on garde ces résultats-là en tête et qu'on vit des différents désastres qu'on a vécus dans les dernières années, par exemple, que ce soit des sécheresses, que ce soit des vagues de chaleur ou que ce soit la précipitation intense, bien, on est en droit de se demander à quel point le changement climatique a influencé ces propres événements-là. Ça, c'est particulièrement vrai pour la précipitation intense. À ce sujet-là, moi, il y a un graphique que j'aime bien aussi du dernier rapport de l'IPCC, c'est ce graphique-ci, qui montre un peu l'évolution de la fréquence, en fait, des événements extrêmes sur Terre, des événements qualifiés aux 10 ans. Donc, vous voyez ici, par exemple, si un événement arrivait aux 10 ans dans la période pré-industrielle, bien, on voit que ces événements-là vont arriver de plus en plus fréquemment, plus on atteint des niveaux de réchauffement élevés. Et puis ça, en fait, ça paraît assez dans la littérature. On sait déjà, en fait, que ça va arriver. Ça fait un certain temps qu'on connaît ces résultats-là, ou qu'on s'en doute du moins. Par contre, ce qui est encore pas clair, et ça, c'est particulièrement vrai pour les événements convectifs, c'est à quel point le changement climatique a eu un effet sur un événement individuel. Et c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui en vous parlant du cas de Copenhague. Donc, le cas de Copenhague, c'est une inondation qui s'est passée en juillet 2011 et qui a été qualifiée ici comme un événement au Milan. Et là, je fais attention en utilisant le mot qualifié parce qu'on n'a pas nécessairement les séries d'observations nécessaires ou assez longues pour le qualifier pratiquement au Milan, mais ça vient des théories des valeurs extrêmes. Mais tout ça pour dire qu'il faut retenir que c'est un événement qui est très rare. Pour vous contextualiser ce qui s'est passé cette journée-là, imaginez-vous que vous êtes au centre-ville de Copenhague à la fin de la journée du 2 juillet en 2011, et des cellules convectives précipitent et le centre-ville de Copenhague a reçu à certains endroits plus de 150 mm d'eau en moins de 2 heures. Puis en fait, ces photos-là sont assez parlantes. Là. On est dans un quartier qui s'appelle Vesterbro, si vous connaissez un peu. Au bout de la rue ici, vous voyez la gare centrale, par exemple. Donc, c'est assez frappant. Il y a un détail important lorsqu'on regarde ces photos-là, c'est qu'il faut se rappeler que Copenhague, bon, le Danemark est complètement plat. Donc, il n'y a pas vraiment de ruissellement venant des régions avoisinantes. Donc, l'eau que vous voyez là a vraiment précipité des cellules convectives au-dessus du centre-ville. Donc, ça a créé presque 1 milliard de dommages en euros. Mais encore plus important, ils ont passé à 2 doigts de devoir évacuer les 2 plus grands hôpitaux du Danemark, dû au fait que le système électrique et même le backup ont passé à quelques centimètres d'être complètement submergés. Donc, ça aurait été une catastrophe géante si c'était arrivé. Donc, la première question que les gens, les politiciens, voire la population s'est posée ensuite, c'était à quel point le changement climatique avait une influence sur cet événement-là et à quoi on devrait s'attendre dans le futur. Puis c'est à peu près les questions qu'on pose quand on vit des désastres comme ça. Souvent, c'est les questions que les scientifiques doivent répondre. Et pour répondre à ces questions-là, bien, on doit se tourner vers la science de l'attribution. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop la science de l'attribution, en fait, la définition est assez simple. C'est de tenter de comprendre l'influence du changement climatique sur un événement météorologique ou climatique individuel. En gros, il y a 4 réponses qu'on peut donner. C'est soit plus probable, moins probable, ou il n'y a pas d'influence détectée. Ou on ne sait juste pas, en fait. Et il s'avère que les événements convectifs, la réponse, c'est on ne sait pas. Ici, je vous montre un graphique qui est assez parlant de l'Académie nationale des sciences de 2016, où vous voyez sur l'axe des Y la confiance en nos capacités d'attribuer un événement spécifique au changement climatique. Et l'axe des X, vous avez notre compréhension des effets des changements climatiques sur un type d'événement. Et là, vous avez dans le graphique différents types d'événements. Vous avez des sécheresses, vous avez des vagues de chaleur, des vagues de froid. Et tout en bas ici, où la confiance est au plus bas, vous avez les événements convectifs sévères, en fait. Et c'est exactement ce que je me propose de discuter aujourd'hui dans cette présentation-là. Et en fait, notre confiance, elle est assez basse pour ces événements-là pour 2 raisons, mais pas les seules raisons. Mais que, premièrement, on n'a pas les séries d'observations suffisamment longues pour pouvoir contextualiser l'historique de ces événements-là, mais encore plus, on n'a pas les modèles non plus qui peuvent, ou nos modèles peinent à représenter ce type d'événement-là. Ça aussi, je vais en parler dans ma présentation. Donc, je vais enlever ma casquette de climatologue et je vais plutôt mettre celle-ci de prévisionniste pour tenter de vous expliquer un peu comment cette situation s'est créée. Parce qu'en fait, il y avait un forçage synoptique, un forçage à grandes échelles qui a créé en fait cet effet qui était très local au-dessus de Copenhague. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des cartes météo assez communes, en fait, là,
vous avez en blanc la pression au niveau de la mer, en noir, vous avez la 500 hectopascal, la géopotentielle de la 500 hectopascal, et vous avez en couleur l'épaisseur de l'atmosphère de la 1500. Et l'étoile rouge, c'est Copenhague. Donc, on voit assez mal, en fait, les territoires en dessous, mais ce que vous avez ici, c'est l'Europe. Vous avez l'Espagne ici, la France, l'Angleterre, vous avez l'Islande et le Groenland qui est ici. Et en fait, on commence à partir du 29 juin jusqu'au 2 juillet. Donc, ce que vous voyez le 29 juin, vous voyez une basse pression se former, qui est créée en fait près de l'Islande. Et cette basse pression-là va emmener une langue d'air froid qui va pénétrer de plus en plus dans le nord de l'Europe, principalement dans les pays scandinaves. On est au 1er juillet, il y a une autre basse pression qui va se créer à l'est, cette fois, des pays scandinaves et qui va emmener une masse d'air chaude et particulièrement instable qui va venir rencontrer cette masse d'air froid-là. Et là, ça va créer un front chaud assez fort qui va être sur la trajectoire, dont Copenhague va être sur la trajectoire. La conséquence de ce front chaud-là, je le montre dans ces images radars ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des images radars qui m'ont été fournies par le DMI. Donc, vous avez le sud de la Suède ici, vous avez la Norvège ici en gauche et vous avez le Danemark qui est là. Et là, si vous voyez ma flèche, vous voyez que Copenhague est juste au bout de ma flèche ici. Les heures ici sont en UTC. Et ce qu'on voit lorsqu'on regarde ces images radars-là, c'est qu'on voit qu'il y a des systèmes très petits qui se développent très rapidement et très intensément et qui sont advectés vers Copenhague. Et c'est ces systèmes-là qui ont précipité Copenhague et inondé Copenhague. Donc, c'est assez clair. Je pense que même si je ne vous avais pas dit qu'on allait parler de système convectif ici, que ce style de système-là, c'est convectif, étant donné la rapidité sur laquelle ça se produit, la grandeur spatiale et aussi l'intensité de ces systèmes-là. On sait que représenter ou simuler l'emplacement ou l'intensité de ces systèmes-là est particulièrement difficile. Et ça, c'est dû à la très haute sensibilité aux conditions initiales de ce type d'événement-là. Donc, on ne peut pas simuler de façon déterministe l'emplacement et l'intensité. Ça nous prend une méthode probabilistique et donc, ça nous prend une approche d'ensemble. Et juste pour la petite histoire, moi, j'ai tenté de simuler cet événement-là en mode climat avec à peu près le même modèle en utilisant RA5 avec différentes configurations du modèle. Je n'ai jamais réussi à simuler l'événement. Je voyais par contre que la synoptique était semblable. Je voyais qu'il y avait le Cape, par exemple, il y avait de l'instabilité. Tous les ingrédients semblaient là, mais l'événement se déroulait juste pas, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers l'équipe de prévision numérique du temps du DMI pour tenter de trouver une solution. Et ça va qu'eux, il y avait déjà une solution qui était assez connue, qui s'appelle Scale Time Lag Forecast. Et c'est assez connu, c'est connu depuis 1991. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même en avance là-dessus pour pouvoir reproduire ce type d'événement-là. En fait, la simulation est assez simple à faire, là. Donc, vous prenez une simulation contrôle ici, qui est en rouge, vous l'initialisez à 0 UTC, le 2 juillet, par exemple, et vous la faites rouler un certain temps. Vous la faites rouler 3 heures. Et après 3 heures, vous êtes capable d'extraire l'erreur de prévision à la comparer avec les observations. Et avec ces erreurs de prévision-là, vous retournez initialiser 6 autres simulations que vous avez perturbées en utilisant l'erreur de prévision. Et vous refaites la même chose 3 heures. Donc, vous vous retrouvez en gros avec une simulation contrôle et 12 membres qui ont été perturbés en utilisant l'erreur de prévision. Et puisqu'ils ont été perturbés avec l'erreur de prévision, on se retrouve avec 13 trajectoires plausibles de la journée. Donc, un truc important à souligner de ces simulations-là, c'est bien entendu le maillage qui est assez fort, on est à 2,5 km, mais aussi le cycle d'assimilation, en fait, qui est inclus dans ces simulations-là. Puis en fait, moi, je pense que c'est pour ça que je n'avais pas été capable de reproduire l'événement, parce que je n'avais pas d'assimilation de données dans mes simulations. Donc, ici, vous avez le domaine de simulation et vous avez le domaine d'intérêt ici sur lequel nous, on va se concentrer. Donc, Copenhague est sous l'étoile rouge juste ici. Donc, voici les résultats de la simulation. Ici, je vous présente les champs de précipitation horaires à 16 heures. C'est à peu près là que la tempête a eu son maximum. Et juste en jetant un coup d'œil, en fait, à ces champs de précipitation-là, vous avez les barbules de vent, mais les barbules de vent ne sont pas très importants pour nous aussi, là. On réalise en regardant ces différents schémas de précipitation-là qu'on a quelque chose d'assez semblable à ce qu'on a vu dans le film du radar tantôt, là. Donc, on a des
des cellules convectives assez petites. La structure est assez petite, assez intense, et c'est ce qu'on voyait aussi dans le radar. Et là, vous ne pouvez pas le voir là-dessus, mais ça se développe assez rapidement dans le sud de la Suède et ça s'advègue vers Copenhague. Donc, pour tenter de diagnostiquer le risque, en fait, de ce type d'événement-là, on peut regarder la moyenne d'ensemble, par exemple, mais là, si on regarde la moyenne d'ensemble, on voit que l'emplacement de la précipitation est OK, mais l'intensité est beaucoup plus faible, beaucoup trop faible. Donc, il faut vraiment aller tenter d'extraire le maximum d'informations de chacun des membres pour diagnostiquer le risque. Et là, si on regarde chacun des membres, par exemple, certains membres peuvent avoir un bon emplacement, un mauvais emplacement, mais pas la bonne intensité. Et d'autres membres n'ont rien du tout, en fait. Comme le membre 12 ici, ils n'ont pas le bon emplacement et pas la bonne intensité. Ici, je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse. En ce qui me concerne, ici, on est vraiment à nos meilleurs de nos capacités pour tenter de représenter ce type d'événement-là. Et même avec ces conditions optimales-là, l'événement nous passe sous le nez. Puis ça ne veut pas dire que le risque était moindre pour ce membre-là. Là, ça peut paraître étrange ce que je dis là, mais ce que je veux dire, c'est que si vous regardez, par exemple, la synoptique ou les détails, les préconditions qui ont mené à cet événement-là, on n'est pas capable de distinguer les différents membres avec les différents patterns de précipitation. Puis ça, moi, dans une perspective climatique, cette réalisation-là est plutôt alarmante, là, parce qu'imaginez-vous qu'on fait rouler une simulation de 100 ans à 2,5 km. Là, je sais que ce n'est pas demain la veille qu'on va faire ça, mais qu'on cherche notre événement extrême, ça se pourrait très bien que l'événement extrême nous passe sous le nez. Cependant, on pourrait tenter de diagnostiquer le risque plutôt qu'un champ résultant tel que la précipitation. Voilà, je referme la parenthèse là, sur ce sujet-là. Donc, on tente ici, je vous rappelle, de calculer le risque d'avoir une précipitation intense. On peut le faire assez simplement, là. Si on le fait très, très simplement pour commencer, donc imaginez-vous aussi qu'on a un seul membre. Ça représente différents points de grille, en fait, de ce membre-là, avec des taux de précipitation pour chacun des points de grille. Et là, on décide d'utiliser un seuil de précipitation pour calculer notre risque de 30 mm à l'heure. Donc, si on est en haut de 30, c'est 1. Si on est en bas de 30, c'est 0. Donc, on va se retrouver avec une espèce de champ binaire comme ça. Et si on prend la moyenne d'ensemble de nos membres, ici, on peut définir ça comme étant le risque. Et si on fait ça, par exemple, on se retrouve avec une carte qui ressemble à ça. Donc, ici, c'est la probabilité simple ou, si vous voulez, la probabilité qu'un des membres prédise l'événement. Et là, ici, je vous montre cette probabilité-là si on utilise un seuil de 10 mm à l'heure. Et vous voyez que le risque est quand même petit. Là. Et si je remonte le seuil à 20 et à 30, le risque en fait, disparaît totalement. Puis ça fait plus ou moins de sens parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe à gauche, vous voyez bien qu'effectivement, il y avait, en fait, je vous le dis, peut-être qu'on ne le voit pas à l'œil nu, mais il y a des intensités beaucoup plus fortes que 30 mm à l'heure et qu'il y avait un risque de l'avoir et chacun des membres porte une certaine information là-dessus. Donc, ce qui manque, en fait, dans notre calcul, c'est de tenir compte du voisinage. Et ce que je veux dire par là, imaginez-vous par contre, par exemple, qu'on se concentre ici sur notre point de grille rouge. Ici, on se demande, donc on utilise le même seuil de précipitation de 30 mm. Et qu'on voit que bon, notre point de grille ici n'a pas atteint le seuil, mais qu'il y a un point de grille assez proche, en fait, que lui a atteint un seuil ou une intensité assez forte. Est-ce que ça en fait que notre risque au point rouge est 0? Bien, pas nécessairement, parce qu'il n'y a rien qui nous indique que ce taux de précipitation-là n'aurait pas pu arriver dans un des points de grille avoisinants. Donc, il faut tenir compte de ça dans notre calcul de risque. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, ça a été influencé d'une étude qui avait déjà été faite en 2014. Donc, on tient compte de la distance, donc du voisinage du point de grille. On tient aussi compte du seuil, en fait, parce que le choix de 30 mm est assez ad hoc. Si on a 29 mm, bien, ça n'en fait pas moins un événement qui peut être risqué aussi. Donc, il faut tenir compte aussi du choix du seuil qu'on va utiliser. Et si on fait ça, bien, on a quelque chose qu'on appelle the upscale probability, ou plutôt la probabilité qu'un des membres prédise l'événement dans son voisinage. Et là, quand on fait ça, ce type de calcul-là, bien, je vous présente le risque qui est ici, qui, à mes yeux, est beaucoup plus plausible si vous regardez l'emplacement des différentes cellules convectives dans les schémas de précipitation, dans les patterns de précipitation à votre gauche. Donc, là, je vais vous montrer des résultats principalement sur un seuil de 60 mm, parce qu'on peut appliquer la même chose, mais pour différents seuils. Donc, moi, je vous le montre pour 60 mm à l'heure, puisque c'est à peu près ce qui s'est passé dans l'événement. Rappelez-vous, je vous parlais de 150 mm à l'intérieur de 2 heures. Donc, on est plus proche de ce qui s'est passé en réalité. Et en fait, on a vraiment voulu tenter de voir le risque pour différents seuils. Et là,
je vous montre un nouveau graphique qui va devenir le cœur, en fait, de notre étude d'attribution, où on va extraire le risque maximum à l'heure à l'intérieur de ce carré-là, de ce carré noir, ici dans le panel B, pour différents seuils, dans le fond. Et c'est à partir de ce moment-là que moi, Jens Erasmus, par exemple, on a remis notre casquette de climatologue pour tenter de comprendre comment ce graphique-là allait évoluer dans le futur, donc dans des conditions plus chaudes, et comment aurait été cette figure-là si on avait été dans un ère pré-industriel, par exemple. Donc, pour faire l'expérience, il y a différentes façons, je pense qu'on aurait pu faire ça, mais nous, on a choisi d'appliquer une approche qui est assez commune de nos jours, qui s'appelle le pseudo-global warming. En fait, c'est utilisé depuis la fin des années 90 et c'est amplement utilisé aujourd'hui à l'international. Pour ceux qui ne connaissent pas l'approche, c'est assez simple. Vous prenez un modèle global et vous faites rouler jusqu'à la fin du siècle et vous extrayez les anomalies de température relatives au changement climatique. Et vous prenez ces anomalies de température-là que vous ajoutez aux conditions initiales, les conditions frontières de votre setup expérimental et vous refaites vos simulations avec ces anomalies incluses dans vos conditions initiales et conditions frontières. Donc, nous, on a fait ça en utilisant ECEARTH, une réalisation d'ECEARTH, et on a fait ça pour différents niveaux de réchauffement planétaire, donc le niveau de 1 degré, 2 degrés et 3 degrés, comparativement à la période de référence de 1986 à 2005. On a poussé l'expérience un peu plus aussi. Au lieu d'ajouter 1 degré, on a aussi soustrait 1 degré pour tenter d'imiter en fait une période pré-industrielle. Et ça a été une courbe d'apprentissage qui a été particulièrement longue. Et une des embûches qu'on avait aussi, c'était plutôt sur la communication, puisque comme je vous disais tantôt, il y avait deux types d'expertise qui essayaient de se parler, donc climat et prévision numérique du temps. Et des fois, on n'avait pas nécessairement, on avait les mêmes questions, mais pas la même interprétation de la question. Et ça a donné plusieurs embûches à l'étude. Et ça, c'est sans compter le nombre d'erreurs qu'on peut avoir dans les simulations, par exemple. On a repris les simulations plusieurs fois. En fait, on a fait plusieurs simulations pour cette étude-là. Et en fait, ici, je peux juste vous montrer le timeline de nos présentations. On a présenté ça un peu partout dans le monde, honnêtement, mais là, on le présentait à l'AGU à chaque année. Là. Et à la première présentation qu'on a faite, ça allait bien, mais on avait quelques trucs encore qu'on ne comprenait pas. On ne savait pas trop si on comparait des pommes et des oranges encore. On a fini par réaliser qu'il y avait une erreur, en fait, dans notre compréhension du phénomène. Et là, on est revenu à la GU l'année d'après en parlant maintenant de curse of initialization. Donc, on est un peu plus pessimiste par rapport à cette étude-là. Et finalement, on est retombé sur nos pattes. On était capable de produire correctement en fait, cet événement-là sur des conditions plus chaudes et plus froides. Et là, en fait, l'étude est écrite, elle va être soumise incessamment. Donc, des résultats pour le PGW en étudiant les anomalies du GCM. Ici, je vous présente la même heure que tantôt avec la référence. Dans le fond, on est à 16 heures, c'est la précipitation horaire simulée par le PGW en utilisant les anomalies de GCM pour le niveau de réchauffement de plus 3 degrés Celsius. Et là, si je fais des allers-retours avec ce que je vous montrais tantôt avec la référence, vous voyez premièrement que le risque semble diminuer. Ça, c'est assez surprenant, surtout si on garde en tête la mise à l'échelle de Claudius Clapeyron, où on s'entend à ce qu'il y ait une augmentation de l'intensité quand on réchauffe l'atmosphère. Mais en fait, nous, on ne voulait pas vraiment non plus que le risque, en fait, ce n'était pas notre but de prouver que le risque allait augmenter. Ça a très bien pu qu'il y a des activités ou des interactions de deuxième ordre qui viennent changer la dynamique, puis finalement que le risque diminue. Mais en fait, ce qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est vraiment, lorsque vous regardez les patterns de précipitation à votre gauche, vous voyez probablement que le front chaud, en fait, à l'ouest du Danemark est vraiment plus grand. Et vous voyez surtout que les cellules convectives au-dessus du Danemark ou dans le sud de la Suède disparaissent complètement lorsque vous faites un PGW en utilisant les anomalies d'un GCM. Donc, on a changé quelque chose tangiblement, en fait, en faisant cette simulation-là, en ajoutant ces anomalies-là. Donc, on s'est tourné d'abord vers la synoptique, en regardant un peu ce qu'on avait changé dans la synoptique. Et là, je vous montre seulement un exemple, en fait, là, entre deux membres pour les deux ensembles, l'ensemble contrôle et l'ensemble de PGW à plus 3 avec les anomalies de GCM. Et à l'œil, en fait, on ne voit pratiquement rien ou pas beaucoup de différence. En fait, rien qui nous permette de déterminer un changement majeur, le changement majeur qu'on voit dans les schémas, dans le pattern de précipitation. Il y a peut-être plus d'advection de température dans le plus 3, mais sinon,
on ne voit pas grand-chose. En fait, il a vraiment fallu se tourner vers la structure verticale de l'atmosphère et tenter de comprendre qu'est-ce qu'on avait changé. Et des bonnes variables pour regarder la structure de l'atmosphère, c'est l'énergie potentielle de convection disponible, donc le CAPE, et l'énergie d'inhibition. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces énergies-là, le CAPE représente, c'est une énergie qui est reliée au mécanisme de convection et le SIN, on peut le voir un peu comme une espèce de couvercle sur les mécanismes de convection. Donc, le CAPE doit avoir une valeur plus haute que le SIN pour que la convection s'enclenche. Donc, ici, ce que vous voyez dans ce graphique-là, à chaque point de grille où il y avait de la précipitation à 16 heures, j'ai voulu analyser le préconditionnement à cette précipitation-là. Donc, je suis allé voir 1 heure plus tôt au même point de grille pour tenter de voir la valeur de CAPE et de SIN. Et ce que vous voyez en fait ici sur la distribution, vous voyez que le contrôle, la distribution du CAPE est beaucoup plus basse pour le plus 3, pour le PGW en utilisant les anomalies du GCM. Et vous voyez, chose encore plus importante à mes yeux, en fait, la combinaison du CAPE et du SIN est différente. Donc, une des raisons pourquoi j'ai voulu mettre le CAPE et le SIN ensemble, c'est que pour moi, la coexistence de SIN et de CAPE est représentative d'explosivité de l'événement parce que le CAPE doit être, la valeur du CAPE doit être plus grande que celle du SIN. Et quand la convection s'enclenche, ben, elle n'est pas à zéro, elle a déjà une certaine valeur. Donc, c'est un signe que c'est plutôt explosif, c'est plutôt rapide lorsque les deux coexistent. Et vous voyez qu'on a presque tué, en fait, cette explosivité-là avec le PGW en utilisant les anomalies du GCM. Pour moi, la signature, en fait, qu'on voit ici par les points noirs, c'est vraiment une empreinte digitale un peu de ce type de cet événement-là. Donc, on avait réalisé qu'on avait détruit un peu le CAPE, qu'on avait stabilisé l'atmosphère. C'est vraiment en se tournant vers les anomalies qu'on a ajoutées aux conditions initiales et conditions frontières qu'on a réalisé que c'était ça le problème, en fait, que c'était en ajoutant ces anomalies-là, produites par ce GCM-là sur cette région-là, puis ça c'est important de le dire, que la structure de l'atmosphère, vous voyez ici la cross-section qui est là pour la température, ben, cette structure-là avait complètement stabilisé l'atmosphère, on avait complètement tué nos événements convectifs, donc on s'est retrouvé avec un événement qui n'était plus du tout pareil et qu'on comparait des pommes et des oranges. Donc, il a fallu repenser notre setup expérimental. Et ce qu'on a fait, c'est assez simple, on a utilisé des anomalies uniformes, en fait. Et la raison pourquoi on a utilisé des anomalies uniformes, c'était pour garder les caractéristiques de l'événement, pour s'assurer que la convection se passe et qu'on compare des pommes avec des pommes. Et en faisant ce setup expérimental-là, eh bien, on a pu crier Eureka. Parce que là, on arrivait avec une expérience. Ici, donc, je vous montre le PGW Uni pour uniforme, avec le même niveau de réchauffement, plus 3. Et là, si vous voyez le risque, par exemple, regardez le risque, si je fais des allers-retours avec la référence et le PGW, on voit que le risque augmente. Mais encore plus important, on voit que les cellules convectives, on voit qu'on a un schéma de précipitation ou des patterns de précipitation qui sont très, très similaires. En fait, l'intensité augmente et la couverture spatiale aussi des cellules convectives augmente un peu avec le plus 3. Là. Donc, on était assez content en fait de voir ça. Puis pour nous, c'était un bon signe qu'on avait reproduit l'événement correctement. Puis si je reviens en fait sur l'empreinte digitale que je vous parlais tantôt sur le graphique, bien, en fait, ici, on voit que la distribution du CAPE est semblable à la référence. Et que la combinaison, la coexistence du CAPE et du SIN est aussi présente quand on utilise des anomalies uniformes, elle est un peu plus prononcée. Donc, on avait gardé cette empreinte digitale, donc on était à peu près, on était rassuré en fait qu'on avait représenté l'événement correctement. Donc, comme je disais tantôt, j'ai présenté cette présentation-là, ces résultats-là à plusieurs endroits, j'ai eu plusieurs discussions avec ça et je sais que lorsque je parle d'anomalies uniformes, ça graffigne des oreilles de plusieurs parce que ça ne représente pas nécessairement un état plausible du futur. Je suis assez d'accord, en fait. Les anomalies uniformes ne sont pas représentatives d'un climat futur, mais ils permettent au moins de maintenir le mécanisme des convections en vie dans des conditions plus chaudes. Les anomalies déduites d'un modèle, d'un GCM ou voire d'une moyenne d'ensemble, on va prendre CMIP5 aussi, reflètent peut-être un état plus plausible d'un avenir plus chaud, mais ne représentent pas nécessairement, et là j'ai envie de dire, ne représentent pas du tout une condition plausible dans laquelle un événement comme ça pourrait se reproduire dans un climat plus chaud. En d'autres mots, ajouter un état moyen à un événement météorologique très unique et rare ne le rend pas plus unique, mais le rend plus moyen, simplement plus moyen.
Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec Ernst Linderick au KNMI et il m'a montré ce graphique-là que je trouvais qui exposait assez bien l'idée d'un PGW mal seté. Donc, imaginez-vous qu'on a un événement extrême et on a pour cet événement extrême des conditions optimales pour avoir le maximum de précipitations. Lorsqu'on vient changer, en fait, ces conditions extrêmes-là, ces conditions optimales-là, bien, on vient changer, on n'est plus dans les conditions optimales pour avoir l'événement, en fait. Et moi, je pense que dans le fond, le plus 3 que je vous ai parlé tantôt était beaucoup plus bas dans la courbe parce que l'intensité était beaucoup plus faible. Donc, en regardant les anomalies uniformes, on s'assurait d'être sur le pic, en fait, de cette distribution-là. Là, je ne dis pas que la distribution elle va rester comme ça dans le futur non plus, elle va peut-être avoir un titre, mais c'est juste pour exposer l'idée derrière un PGW qui n'est pas correctement adapté à l'événement extrême qu'on cherche à étudier. Donc, avec ce nouveau setup expérimental-là, on a pu arriver à tenter de comprendre l'évolution du risque sous différents niveaux de réchauffement et se poser la fameuse question, mais à quoi aurait été le risque, quel aurait été le risque sous différentes conditions. Donc, ici, ce que vous voyez, je vous ai déjà montré le risque à 16 UTC, dans le fond, lorsqu'un seuil de 60 mm à l'heure est utilisé. Donc, vous voyez l'évolution, en fait, de ce risque-là pour la journée. Et si, maintenant, je vous montre des résultats pour une période qui imite l'ère pré-industrielle, donc un degré plus froid, dans le fond, à ce qu'on a vécu aujourd'hui, vous voyez que le risque n'est pas... le risque est encore présent, donc l'événement n'est pas disparu, mais le risque est moins intense, en fait. Et plus on augmente la température, plus on voit que le risque non seulement augmente, la durée de l'événement augmente aussi, mais la région spatiale où il y a du risque augmente aussi. Et on a pu finalement se poser cette fameuse question sur l'attribution, les changements climatiques, comment allait évoluer ce graphique-ci, en fait, que je vous ai parlé plus tôt, dans une période qui imite, dans le fond, l'ère pré-industrielle et dans des périodes plus chaudes. Et ce qu'on voit comme résultat, c'est ce résultat-ci. Donc, si on compare ce graphique-ci, donc le panel A, à la référence, à aujourd'hui, on voit que, premièrement, pour un même seuil, donc si on voit le seuil de 60 mm à l'heure, on voit que le risque augmente. Mais non seulement le risque augmente, mais on voit aussi des risques qui deviennent présents pour des taux de précipitation qui n'existaient pas dans l'ère pré-industrielle. Et cette tendance-là se maintient plus on augmente la température. Donc, le risque augmente en général et des taux de précipitation de plus en plus élevés deviennent avec des risques qui sont non négligeables. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire sur cette étude-là. Donc, en gros, le message à retenir, c'est que le modèle de prévision numérique du temps harmonie, où la convection est permise, peut capturer la nature de l'événement extrême de Copenhague du 2 juillet 2011. Il n'est pas nécessairement possible de simuler avec précision l'emplacement et l'intensité de ce type d'événement-là, mais au moins, on peut identifier son risque en utilisant une méthode d'approche d'ensemble sophistiquée. Pour tenter de simuler l'événement dans des conditions plus froides et plus chaudes, on a eu plusieurs embûches en utilisant le PGW. Puis en gros, les embûches peuvent se résumer à ajouter un état moyen à un événement météorologique très unique et rare, ne le rend pas plus unique, mais simplement plus moyen. Le risque de réaliser des quantités de précipitations telles que ceux observés augmente avec le réchauffement climatique et le risque d'obtenir des taux de précipitation encore plus intenses sur la région concernée augmente. Donc, voilà. Merci. Je vais être très heureux, en fait, de discuter avec vous ou de répondre à vos questions là-dessus, si vous en avez. Merci, Dominique. Il y a une question de Martin? Oui. Dominique, je me demandais à quel point, tu sais, ton message que dans la technique de PGW, ajouter des anomalies uniformes réglait le problème de un peu bousiller la structure verticale de l'atmosphère. À quel point ça dépend ici de justement l'anomalie particulière du GCM qui est utilisé sur cette région-là et du modèle régional, ou encore que c'est comme une conclusion générale là, qui pourrait s'appliquer à d'autres cas, ou plus généralement comme une critique de la technique de PGW. Merci, Martin, de me permettre de spécifier ça. En fait,
J'ai eu différentes discussions dans les derniers mois à propos de ça, puis il y a d'autres personnes qui ont vu les mêmes effets, là. C'est sûr que spécifiquement parlant ici, là, je parle d'un seul GCM et je parle d'une région aussi, là. Ça se peut que ça ne soit pas du tout la même chose. Et ce n'est pas la même chose non plus pour différents événements, là. Si on parle d'événements qui sont forcés de très, très grandes échelles, peut-être qu'on n'aura pas le même résultat. Par contre, moi, ce que je dis, ou le flag que je lève lorsque je parle de PGW avec cette étude-là, c'est que, par exemple, de plus en plus, en fait, on va appliquer le PGW sur des 10 ans. Mettons qu'on veut faire du convection permitting, bien, on n'a pas, les ressources informatiques ne nous permettent pas de le faire pour 100 ans. Et si on le fait sur 10 ans, on va regarder l'extrême de la distribution de précipitation, 99,9 percentiles, par exemple, qui ne représente que quelques événements. Il y a des chances que ces événements-là soient des événements convectifs très forts. Et qu'il faut, je pense, se pencher pour aller voir à quel point on a modifié ces événements-là si on ne compare pas, parce qu'on compare une PGW avec le présent, si on ne compare pas une pomme avec une orange, justement. Parce qu'il y a une forte sensibilité, dans le fond, à ces événements-là. Puis aussitôt qu'on change un peu ces conditions optimales-là, on vient détruire l'événement. Peut-être question supplémentaire, si je peux me permettre. Pourquoi dans cette technique-là, peut-être naïvement, là, on change pas, on n'ajoute pas des anomalies dans les autres variables également, par exemple, le contenu en eau dans l'atmosphère? En fait, on l'a fait, là. On a fait, en fait, pour les anomalies uniformes, par exemple, on a rajouté la température et on a aussi ajusté l'humidité spécifique, là. Dans le fond, on a utilisé la même humidité relative que la référence, puis on a ajouté les humidités spécifiques dans ce sens-là. OK, c'est bon. Mais on a fait plusieurs tests, là. On a ajouté les vents, on n'a pas ajouté les vents. Dans le fond, le but, c'était de garder l'événement le plus cohérent possible puis le plus similaire possible. Puis ça a été assez périlleux, en fait, à faire. Puis je vais juste poursuivre aussi, là, il y a des projets aussi d'appliquer exactement la même méthode sur l'inondation qui s'est passée en Allemagne dernièrement, où est-ce qu'on pense que cette approche-là va être adéquate, en fait, pour tenter de faire une étude d'attribution sur cet événement-là. Merci. Hélène, tu avais une question? Oui, je ne sais même pas à quel point ma question est claire et je sens que c'est plus le début d'une réflexion qu'on va poursuivre dans les prochaines semaines. Moi, je suis assez contente de la démonstration que vous avez faite avec le pseudo-warning, parce que je trouve que c'est une technique qui est utilisée. Je trouve que c'est intéressant comme technique exploratoire, mais je trouve que dans bien des publications que j'ai lues qui utilisaient ça, je trouvais que les gens étaient un peu pesants là, sur les conclusions puis les espèces de certitudes que ça semblait leur donner dans un cadre expérimental qui a quand même ses enjeux. Puis je trouve que vous avez vraiment bien illustré ça. Par contre, quand vous êtes passé à l'anomalie uniforme, moi, c'est en termes de risque, finalement. Tu m'as convaincu que le pseudo-warning n'était pas en tout cas avec le patron d'anomalie, ce n'était pas la façon de répondre à cette question-là à propos du risque. Mais je ne suis pas convaincue que l'anomalie uniforme répond aussi à cette question-là du risque futur. Puis c'est là que je ne suis pas sûre de ce que je pense, puis je ne suis pas sûre de ce que j'ai compris de ta présentation. Ça fait que j'aimerais que tu me donnes, c'est quoi ton feeling sur ça? Oui. Il y a plusieurs choses là-dessus. Là. Pour moi, en fait, ce que je fais ici, puis je fais bien attention en le disant aussi, c'est même pas je pense pas que je peux appeler ça une critique, en fait, de la méthode, parce que moi, la méthode, je trouve que la PGW, elle doit s'appliquer, puis elle a sa raison d'être pour plusieurs raisons. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on compare aveuglément ou simplement avec des statistiques, le présent et le futur, dans le fond. Puis surtout pour les événements extrêmes. Un truc qui est assez particulier avec les événements extrêmes, c'est qu'ils sont extrêmes et qu'ils sont uniques et qu'ils sont rares. Donc, par exemple, l'événement de Copenhague qui est là,
cet événement-là ne va jamais se reproduire. Dans ces mêmes conditions-là, ça ne va jamais réarriver. C'est un événement qui est si unique. Et donc, l'unicité, en fait, de ces événements-là devient problématique lorsqu'on tente d'appliquer un PGW, par exemple. Et c'est exactement ce qu'on a tenté de faire, nous, en ajoutant des anomalies uniformes. Donc, ce n'est pas plausible comme futur, en fait, parce qu'on sait que cet événement-là ne va pas arriver plus tard, dans le fond. Mais ça reste quand même plausible parce qu'il faut garder l'événement vivant. Donc, c'est un peu de dire, si on n'avait pas connu cet événement-là, mais c'est exactement ces mêmes conditions-là se passent dans un climat plus chaud, qu'est-ce qui se passerait? Ben, c'est un peu de répondre à cette question-là. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est plus clair. Je vois un peu plus ce que tu veux dire. J'aime la façon que tu le formules aussi. Dans ce cas-là, est-ce que tu penses que y aller pour l'attribution, y aller avec de grands ensembles, c'est plus peut-être prometteur ou porteur qu'avec des techniques de pseudo-warning avec un nombre de simulations limité? Je pense que la diversité des méthodes là-dessus est gagnante. Oui, en fait, il y a différentes choses. Je vais revenir sur l'unicité de ces événements-là. Ils sont tellement uniques qu'on risque de ne pas les trouver même dans les grands ensembles. Là, c'est si on considère que les modèles qui ont créé les grands ensembles sont capables de reproduire ces événements-là, ce qui n'est pas le cas pour un événement convectif majeur comme celui-ci. D'ailleurs, je pense qu'il y a un axe de recherche qui s'ouvre assez grand sur ça. Mais par contre, on doit être capable de regarder les grands ensembles pour regarder les occurrences, puis l'augmentation des occurrences, par exemple, de la fréquence. Mais je pense que c'est ça, on ne doit pas fermer la porte à aucune méthode là, pour ce qui est de l'attribution. Mais après, c'est toujours difficile. Dans ma tête à moi, quand on parle d'attribution, puis on parle d'attribution, quand on parle d'attribution, puis on parle de grand ensemble, je reste toujours avec l'impression qu'on ne compare pas peut-être des mêmes événements. Les événements vont toujours être différents, fait que ça reste tout le temps un peu périlleux, en fait, dans mes réflexions. Quoique il y a plein d'approches qui sont vraiment excellentes, là, comme la classification des événements, par exemple, ou des trucs comme ça. Je suis d'accord avec toi que c'est vraiment l'accumulation de conclusions à partir de techniques différentes qui contribuent à la confiance dans tout ça. Parce que ça, merci. Oui, parce que je vais juste rajouter un truc. Ce type d'expérience-là, en fait, sert vraiment à répondre à la fameuse question que les politiciens et la population se posent après un désastre, dans le fond, à quel point on peut tenter de voir l'influence du changement climatique sur cet événement-là spécifique. Puis ça, ça a un impact, en fait, sur comment nous, on va transmettre le message par la suite. Mais ça va aussi avoir un impact sur les plans d'adaptation, parce que si on peut s'attendre au pire dans le futur, même si cet événement-là ne réarrive pas, au moment, on va avoir une certaine idée, en fait, de la quantité maximale d'eau qui peut tomber, par exemple. Oui, merci. Vous m'entendez? Très bien. Merci pour la présentation. C'était très, très intéressant. Mon commentaire est peut-être un peu lapidaire, mais je vais le faire quand même. Considérant tout ce que tu as dit, est-ce que c'est finalement pas utopique de faire une étude d'attribution à un événement de ce type-là? Considérant tout ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on est conscient, on sait que c'est un événement unique en termes météorologiques en soi. C'est très difficile de le reproduire. Donc, est-ce que c'est pas utopique de voir comment cet événement-là va être modifié par le changement climatique? La vraie question est peut-être, c'est quoi la probabilité que des événements de même nature ou produisant les mêmes effets soient possibles en climat futur? Est-ce que tu comprends un peu le sens de ma question? Oui. Puis je suis à 100% d'accord avec cet argument-là. Moi, je pense que ça nous aide à comprendre l'événement ou l'intensité que cet événement-là peut avoir dans le futur pour tenter de nous adapter, puisque les événements, dans le fond, ou le type d'événement qui va arriver dans le futur, on peut... en fait, pour moi, le problème, c'est un peu ce que je montrais dans les premières figures, là, cet événement-là peut carrément nous passer sur le nez. Donc, même si on tente de le chercher, ça se pourrait qu'on ne le trouve pas. Donc, ce type d'événement-là nous donne une certaine idée générale de ce qui pourrait arriver. Même si l'événement est différent, ça reste que ça va devenir un événement assez extrême. On peut s'adapter en le prenant pour exemple, par exemple. Mais moi, ça va encore, en fait, en tant que scientifique, ça va un petit peu plus loin que juste faire de l'attribution. Moi, cette étude-là m'inspire, en fait, pour tenter de mieux comprendre ou tenter justement d'attraper, en fait, ces événements extrêmes-là dans des simulations qui ne sont pas nécessairement résolus encore
en tant qu'événement. Donc, je pense qu'il y a plusieurs directions qu'on peut prendre suite à ces résultats-là. En tout cas, selon moi. Merci. Je ne sais pas si je réponds à votre question non plus. Moi, j'allais plus loin. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique de faire une analyse d'attribution de cet événement-là? Je veux dire dans ce sens-là que, je ne suis pas certain d'avoir compris toutes les subtilités de l'approche, mais en gros, cet événement-là est un événement unique dans le sens qu'il y a une configuration des conditions initiales uniques. Donc, comment on peut se projeter dans le climat futur puis changer les conditions initiales sans le faire disparaître, un peu comme tu le montrais au début, là. Puis, donc, la vraie question pour moi, c'est quelle est la probabilité que des événements similaires, pas celui-là, mais similaires surviennent dans le climat futur? Je pense que c'est, en tout cas, je suis assez d'accord avec votre commentaire. En fait, cette étude-là va aussi porter une certaine, je sais que je ne voulais pas faire de critique, mais une certaine critique sur le PGW, parce que si on fait, il y a de plus en plus d'études de PGW qui se font, puis on peut se poser la même question alors sur ces événements-là qui sont produits, qui reproduisent l'extrême de distribution de la précipitation. On pourrait alors se poser exactement la même question, la même critique face à ces événements-là lorsqu'on les compare. Mais je suis assez d'accord avec vous. Je n'ai pas grand-chose pour me défendre dans ce commentaire. OK, merci. Philippe? Salut Dominique. Salut. J'ai bien aimé voir ta présentation. J'ai appris plein de choses, surtout voir ce que tu as fait au Danemark. C'est un peu dans le même sens qu'Alain. Ma question tourne au fait que, bon, là, ici, on s'intéresse à un cas précis. Tu ne veux pas tuer le cas précis parce que c'est ton cas d'intérêt. Tu peux voir comment il va évoluer dans le futur, dans un futur qu'on contrôle, si on veut. Mais un peu, si on avait, puis là, je comprends qu'on a une capacité de calcul limitée dans le sens qu'on ne peut pas imaginer faire des dizaines ou des centaines de simulations de 10 ans ou 100 ans. Là. Mais mettons qu'on avait le pouvoir de faire des simulations longues avec la haute résolution, là, puis qu'on voudrait, mettons, contrôler nos conditions futures à travers le PGW que tu présentes, là, que tu utilises. Là, c'est un peu comme Alain disait, est-ce qu'on a intérêt à garder, utiliser peut-être l'uniforme ou garder l'autre approche qui est plus avec le TGW qui vient du modèle global de climat? En fait, ma question, c'est est-ce que ici, à travers le pseudo-global warming qui vient du GCM, tu tues cet événement-là, mais est-ce que l'hypothèse serait vraie pour d'autres événements, dans le sens que tu tuerais plein d'autres événements parce que tu fais juste réduire l'effet convectif à travers une simulation longue, mettons. Je ne peux pas répondre spécifiquement à cette question-là parce que je ne l'ai pas fait. À mon avis, les événements qui sont pilotés ou forcés par des plus grandes échelles, on n'aura pas ce problème-là. Dit autrement, des événements qui vont être reproduits dans les plus basses résolutions, on n'aura pas ce problème-là. Pour ce qui est d'utiliser, moi, je vais me porter en faveur, en fait, de faire des simulations transientes, donc plutôt que d'utiliser un PGW, parce que je pense que d'ajouter, en fait, un PGW sur une série de simulations du présent, par exemple, bien, on ajoute quelque chose, on va détruire une certaine synchronicité, en fond, qui ne sont pas... naturels. Qui ne sont pas naturels, exactement. Qui ne sont pas naturels. Mais moi, en fait, oui, c'est ça, qui ne sont pas naturels. Fait que je serais plus en faveur de faire une vraie simulation jusqu'à la fin du siècle, puis de laisser le modèle faire son travail plutôt que d'ajouter un PGW qui vient stabiliser. Dans ce cas-ci, en fait, il vient stabiliser l'atmosphère. Puis encore une fois, c'est une discussion que j'ai eue avec d'autres personnes qui ont tenté la même chose. Ça s'est vu là, dans des ouragans aussi, là, où l'atmosphère a été stabilisée en PGW. Puis là, c'est sûr qu'on peut se poser la question de l'utilité de faire ça, mais il en demeure pas moins qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ce type d'études-là ou qui cherchent à comprendre l'attribution d'événements uniques. Ça reste un sujet qui est très populaire ces temps-ci, puis je pense qu'il y a une bonne partie de l'intérêt qui s'en va vers le message qu'on porte par les usagers et non moins vers la science en tant que telle. OK. Merci beaucoup. Merci, j'avais une autre question. Non, vas-y, Philippe. Ben, je ne savais pas que Biliana ou quelqu'un d'autre. Mais rapidement aussi, il y avait aussi un effet plus prévision, de prévisibilité à travers le modèle. Les conditions initiales sont là pour être capable de générer cet événement précis-là. En fait,
Est-ce que la prévision météo était bonne, tout simplement? Est-ce que la prévision météo faite par l'Institut danois était bonne? Parce que j'ai entendu dire, puis j'ai entendu plein de versions, mais ils ont manqué l'événement. Puis là, je me suis fait dire plusieurs trucs, dont la moitié des ordinateurs avaient planté, mais ils n'ont pas vu cet événement-là. Mais avec la technique que j'ai montrée aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, ils sont capables de voir le risque, en fait, là, de l'événement. Donc, oui, ils sont capables de le faire, mais nécessairement, ça prend des conditions. Là, on a utilisé en fait, les conditions initiales, les conditions frontières sont des conditions à très haute résolution qui ont été fournies par le ECMWF. Donc, ça prend nécessairement une assez haute résolution ou une information assez importante dans ces conditions-là pour que le modèle puisse reproduire l'événement. Puis encore une fois, ici, là, il y a un cycle d'assimilation dans ces simulations-là aussi qui est très important. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je n'avais pas été capable de reproduire l'événement avec ERA5, c'est que ma résolution peut-être d'ERA5 n'était pas suffisante en fait pour reproduire l'événement. Il n'y avait pas assez d'informations. Ouais. Oui, merci. Liliana, tu avais une question? En mute. Ma question, c'est peut-être un peu pointue. Je me demandais, dans ce type de simulation, est-ce qu'on peut regarder la distribution des hydrométéores dans une cellule convective? Parce qu'on sait bien que la dynamique dans ces cellules est vraiment complexe, puis ça dépend un peu comment les tailles des différents types de hydrométéores et leur présence interagit pour à la fin avoir beaucoup de pluie à la surface. Écoute, si la question, si c'est possible de le faire, je pense que oui, c'est possible de le faire. Moi, je n'ai aucunement regardé ça, mais ça aurait été en effet intéressant de le regarder. Moi, je n'ai pas pensé à faire ça parce qu'on avait le même schéma microphysique là, dans nos simulations quand on comparait. Fait que ce n'est pas quelque chose qui m'est venu à la tête. Là. Mais je pense qu'effectivement, c'est une question qui est importante, surtout si on augmente la résolution du modèle, là, éventuellement, ces transferts ces transferts d'informations-là entre le pilote et le modèle, la question des hydrométéores est particulièrement importante. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour... Oui, vas-y, David. Oui, j'ai de la misère à comprendre l'histoire du upscale probability, là, parce que dans ma tête, à cette résolution-là, ce que tu regardes, c'est quasiment de la variabilité naturelle. Et donc, quand on veut regarder des événements, on ne fait pas généralement une moyenne de réalisation. Là. On va faire des statistiques sur toutes les réalisations en faisant, dans le fond, un gros ensemble de valeurs. Ma question, c'est est-ce que prendre une moyenne upscale, c'est pas plus compliqué que juste faire une grosse distribution de tous les événements qui passent venant de tous tes membres? En fait, on aurait pu faire ça de différentes façons. Je suis assez d'accord avec toi. Là. On a voulu garder cette façon-là pour avoir un point de vue spatial, en fait, de où est-ce que le risque était présent. Puis le upscale, en fait, ce que ça veut dire, upscale, c'est qu'on tient compte du voisinage, en fait. On tient compte de cette variabilité interne-là, justement, pour cet événement-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question, David. Dans ma tête, ce que tu as dit, ce n'était pas une contre-indication, dans le sens où tu pourrais regarder pour chaque cellule ce qui est passé par-dessus elle, mais sans faire la moyenne sur les membres, en prenant juste tous les membres et en regardant ce qui est passé. Oui. Puis je pense que tu verrais les mêmes patrons spatiaux par définition. Là. Oui, absolument. En fait, je ne pense pas avoir dit, parce que je l'ai dit, c'était pas voulu, c'était pas intentionnel, mais je ne pense pas avoir dit que c'est la seule méthode non plus pour faire ce genre de truc-là. C'était juste que nous, c'est celle-là qui était proposée déjà par le DMI. Ouais. Donc, on a un peu suivi leur pas dans cette optique-là. Là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y en a plein d'autres, en fait, de façons de faire. Puis là, on a juste à ouvrir un livre de prévision numérique du temps pour se rendre compte qu'il y en a des méthodes là-dessus. Mais c'est pas, tu sais, dans le fond, moi, ne connaissant pas ça tellement, je me demandais si, au contraire, les gens de prévision diraient non, ce qu'on regarde, c'est pas des réalisations indépendantes. Là. Ils sont trop corrélés pour pouvoir mélanger les membres entre eux. On doit avoir une méthode pour
les agréger d'une manière logique. On ne peut pas les considérer indépendantes. Mais tu me dis non, on pourrait les considérer de manière indépendante, ce serait correct à cette échelle-là. Parce que tu es très, très proche de tes conditions initiales. Là, ils n'ont pas le temps de diverger énormément. Fait que, peut-être que tu n'as pas le droit de dire que c'est indépendant. D'où l'idée de faire du upscale. En effet, ils ne sont pas indépendantes. Non, ils ne sont pas indépendantes. Je suis tout à fait d'accord. Mais sont suffisamment indépendantes pour compliquer l'estimation des probabilités. C'est un peu ça l'enjeu. C'est comme semi-indépendant. Oui. Écoute, chacune des simulations représente, dans le fond, dans ma tête à moi, une trajectoire plausible parce qu'ils ont été perturbés par l'erreur de prévision. Donc, pour moi, ça représente une réalisation de ce qui aurait pu arriver, en fait, dans ces journées-là, selon le modèle. Mais l'indépendance, en fait, des simulations elles-mêmes ne sont pas indépendantes parce que ça fait juste quelques heures, en fait, qui ont été initialisées. Puis qui, en gros, ils vont posséder aussi la même information là, aux conditions frontières. Donc, c'est de tenter, en fait, de tenir compte de cette variabilité-là dans le calcul de risque. Ouais. OK, merci. Je ne sais pas si je réponds à ta question, je n'ai pas l'impression d'être plus clair. Je comprends qu'il faut regarder ça plus en détail pour comprendre là, comment faire. Là, il y a une méthode qui existe, ça semble bien fonctionner. J'ai de la misère à la cadrer dans une analyse probabiliste formelle, où tu veux être capable de faire des hypothèses explicites sur l'indépendance des choses entre elles. Là. Puis là, j'ai comme l'impression que c'est comme un peu fuzzy cette histoire-là, puis j'aimerais ça que ce soit plus carré. Oui, c'est pas indépendant. OK, merci. D'autres questions pour Dominique? OK, ben, peut-être qu'on peut laisser ici. Je remercie les deux speakers encore une fois, Dominique et Eduardo. Merci pour votre temps, bien apprécié. Bye, merci. Au revoir. Merci pour les présentations.